Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 329 déjà, et oui. Alors un de mes amis, martien de passage, il y en a beaucoup ces derniers temps, souvent déguisé en athlète chinois, vous savez, éteigneur de flammes d'une Olympie perdue, ce martien-là, donc, me disait en confidence, en contemplant le spectacle que donne ces temps-ci notre gouvernement, mais que de couac, que de cacophonie, quelle pétodière, c'est d'ailleurs une vieille expression martienne. Souvenez-vous, ami terrien et fidèle téléspectateur de Riposte, un homme politique nommé Chevènement, il y a fort longtemps, disait cette phrase-là, formidable et solennelle. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Alors aujourd'hui, un ministre, ça se lâche et puis ça s'excuse. Après avoir au passage attaqué la presse, évidemment, accusé d'avoir la cruelle, déformé ses propos, et c'est tout. Il en est ainsi cette semaine de NKM, alias Nathalie Kosciusko-Morizet, et de l'affaire dite des OGM. C'était le grand débat sur les OGM, n'est-ce pas, messieurs, à l'Assemblée nationale. Comme il en fut, l'affaire NKM, il y a quelques jours de ramaillade et des JO de Pékin. On se lâche, et puis on s'excuse. Et en plus, grâce à ça, on monte dans les sondages tout en énervant son ministre de tutelle, car on est, après tout, que secrétaire d'État. Tiens, prenez Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà une femme très intelligente qui a traité ou presque, de lâche et d'incompétent son ministre de tutelle et le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Jean-François Copé, UMP dont elle est devenue, par ailleurs, secrétaire générale adjointe, rien que ça. Alors les Français approuvent la belle jeune femme à 75% dans un sondage IFOP pour le JDD, et le président en est tout attristé non pas de la popularité de la jeune femme, mais sûrement attristé, il peut se dire que non, François Fillon ne tient pas son gouvernement, et donc ça lui donne un coup de blues. L'incident est clos. Pas d'incident non plus avec nos clients et amis chinois, malgré les conditions mises par Ramayad à la présence de Sarkozy à la cérémonie d'ouverture des JO. Elle n'a jamais rien dit de tel. C'est toujours la faute aux journalistes, encore et toujours, c'est tout. Rien que des menteurs, ces gars-là, qui vont même, tenez-vous bien, jusqu'à inventer, ces journalistes, un cafouillage, c'est la meilleure, sur l'affaire de la carte famille nombreuse. Celle-ci fut supprimée, maintenue, et plus maintenue, supprimée, avant d'être à nouveau maintenue. C'est clair, c'est simple, et pourtant c'est la vie. Nos faux athlètes chinois, ils perdraient leur mandarin, comme Tintin le fit au Tibet. Alors pourquoi tant de couacs, se demande avec angoisse notre extraterrestre? Est-ce une nouvelle méthode de gouvernement? Est-ce un effet secondaire du quinquennat? Une conséquence de l'ouverture? Une évolution générale des mœurs politiques? Voire le triomphe du sarkozysme à la portée de tous. Et si tout cela, au fond, n'était qu'un écran de fumée qui ferait passer au second plan les noyaux durs d'une réforme générale du pays et les sujets qui fâchent, et qui fâchent vraiment, crise du pouvoir d'achat, crise financière, remise en cause du nombre de fonctionnaires, lycéens en colère et indicateurs qui voient tout en rouge. Et si tout ce bruit, à défaut d'être orchestré, servait au plus haut point le président, redevenu d'un seul coup de baguette magique, chef de la majorité, chef du gouvernement et arbitre suprême des élégances nationales. On va en débattre sur ce plateau avec, j'ai le plaisir de vous présenter, notre amie Sylvie-Pierre Brossolette, rédactrice en chef au Point. Merci de vous retrouver, Sylvie-Pierre Brossolette, je suis ravi de vous voir. Noël Mamère, député maire vert de Bègle, en pointe cette semaine dans le dossier OGM, évidemment, à l'Assemblée nationale. Le député de l'UMP qui monte, Frédéric Lefebvre, porte-parole de ce parti, Jean-Marc Lèche, coprésident de l'Institut Ipsos, politologue aux analyses extraordinairement pointues, et l'excellent Nicolas Demenac, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, qui titre ces semaines « Coïncidence, mauvais esprit ou conformisme », la chienlit au pouvoir. Donc, on commence tout de suite. J'en appelle d'abord aux grands connaisseurs de la vie politique que vous êtes tous. Allez, faites un effort. Est-ce que l'incident, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous rappelle quelque chose, ou diriez-vous que c'est à ce stade totalement inédit dans notre 5e République? Alors, est-ce que c'est... Alors, moi, Sylvie. Non, quand même, c'est inédit. On a connu plein de couacs, tous les gouvernements sous la 5e ont eu des problèmes, Chevènement a démissionné, on se rappelle si on remonte même plus loin, Chabon et Pompidou se haïssaient, et ça a donné lieu à beaucoup de polémiques. Mais là, pour une fois, un secrétaire d'État traite effectivement de lâche son ministre de tutelle et un président de groupe UMP. Mais il me semble que ce qui est le plus inédit dans l'affaire, c'est la situation politique qui a provoqué cet incident. Parce que cette secrétaire d'État, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est quand même pas une bleue totale, elle connaît les règles du jeu. Si elle a été amenée
amenée à être exaspérée au point, malgré les démentis, de traiter de concours de lâcheté ce qui s'est passé dans son camp, c'est qu'elle a été quand même victime, c'est presque un bouc émissaire de la situation, d'un gouvernement qui à la fois gouverne trop et pas assez. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire le Grenelle, ils l'ont voulu imposer, ce Grenelle, aux troupes UMP qui étaient très récalcitrantes. Alors forcément, il y a eu un clash et elle a craqué. Noël Mamère. Oui, je pense que c'est une analyse qui est relativement juste. Moi, je n'ai pas mêlé des problèmes entre le gouvernement et la majorité, et des problèmes au sein même de la majorité. Mais enfin, nous avons passé près de 5 jours et de 5 nuits à discuter, à débattre de manière très opiniâtre de cette question des OGM dans l'agriculture. La réalité, on l'a vu depuis le départ d'ailleurs, c'est que Nathalie Kosciusko-Morizet était non pas en rupture, mais en décalage avec sa propre majorité, et qu'elle a été la victime, il faut le dire, des ultras de sa majorité. J'ai le souvenir très précis de ce qui s'est passé tard dans la nuit, il devait être à peu près minuit, lorsque nous avons réussi à faire passer à une très courte majorité cet amendement numéro 252, à propos duquel nous avons d'ailleurs créé un comité qui porte le même nom, proposant la sanctuarisation en quelque sorte des appellations d'origine contrôlée, des labels de qualité. Ça a été accepté, ça a été voté grâce à la complicité de Mme Kosciusko-Morizet. Le président a demandé, le président du groupe c'est bien ce qu'on lui reproche, si j'ai bien compris. Le leader de l'UMP a demandé à ce moment-là une suspension de séance, et je peux vous dire que les échos des algarades et des invectives qui ont été lancées contre Mme Kosciusko-Morizet sont arrivés jusqu'à nous. Et on peut très bien comprendre qu'à l'issue de cette affaire, eh bien, elle se soit trouvée dans cette situation de dire « j'ai été lâchée » et effectivement, à côté de moi, il y a des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilités parce que, moi je peux en témoigner pour être là au moment où ça s'est passé, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui était présente dans l'hémicycle alors même que son ministre d'État qui l'accompagnait jusqu'à cet amendement, avait bien pris soin de se faire porter pâle. Frédéric Lefebvre. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est qu'au fond, on avait un gouvernement qui devait être composé et dirigé par des hyper-professionnels dont était Frédéric Lefebvre, même s'il a été mis de côté pendant la campagne. Non, mais le gouvernement et tous les échelons, même les députés. Or, ces hyper-professionnels se révèlent des nouilles. On n'a jamais vu tant d'amateurisme alors qu'ils ont été élus, justement parce qu'ils étaient prêts pour gouverner. C'était ce qui faisait la différence. Ils avaient aussi une ligne politique en principe à peu près claire. Or, la ligne politique est tout aussi incohérente. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on retrouve dans l'affaire Kosciusko-Morizet, c'est d'un côté des dysfonctionnements et des combats d'hommes, de femmes, à tous les niveaux. Ça va du plus haut, si le mauvais exemple vient d'en haut, entre Nicolas Sarkozy, son Premier ministre, et ça se répercute à tous les niveaux, jusqu'à la secrétaire d'État et son ministre de tutelle. Parce que la secrétaire d'État, elle était là parce qu'elle était compétente dans tout ça. Alors qu'au début, Jean-Louis Borloo ne l'était pas. Je veux dire, alors maintenant, on dit elle a craqué, etc. Quelle blague. Je veux dire, c'est parce qu'elle a été laissée en première ligne face à des députés qui sont lâchés. Par quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cohérence gouvernementale, il n'y a pas de cohérence présidentielle et il n'y a pas non plus de cohérence parlementaire. Voilà, basta. Je veux dire, vous aurez des couacs en permanence, toutes les semaines. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il faut se poser quelques questions simples. Pourquoi est-ce que ce texte n'a pas été inscrit à l'ordre du jour depuis 7 ans ? Alors même que c'est Lionel Jospin et Mme Voynet, qui était sa ministre, qui l'ont défendu au niveau européen. Pourquoi ? Parce que chacun savait que c'était un texte où il y aurait de la passion. Et parce que, Noël Mamère le sait, on en a déjà parlé, y compris au Parti Socialiste ou à l'UMP, il y a des gens qui ne partagent pas les mêmes avis sur ce texte. Et c'est assez noble, c'est la politique. Il y a des sujets aussi importants que la santé, que la recherche, que la faim dans le monde, que les identités régionales, que l'agriculture qui sont en jeu sur un texte de ce type. Et donc finalement, c'est normal qu'il y ait un débat. Je vais même vous dire une chose. Quand on essaye d'en faire un problème gouvernement-parlement, on se trompe totalement. À l'intérieur du gouvernement, et pour le coup, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Louis Borloo étaient exactement sur la même longueur d'onde, mais avaient des désaccords avec le ministre de l'Agriculture, avec le ministre de la Recherche, par exemple. Et ça me paraît très normal. Sur les textes qui concernent l'éthique, que ce soit l'éthique, que ce soit la peine de mort, que ce soit le Pacs, que ce soit... Il y a toujours eu des désaccords. Mais on va se traiter de lâche et tout ça. Non, mais attends. Ça, c'est le vrai sujet. Ouais. Eh bien, je vais vous dire, moi, par exemple, j'aurais été dans l'hémicycle. Il se trouve que j'y étais pas parce que je suis à la commission des finances et qu'à ce moment-là, je faisais autre chose comme député. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais vous dire ce que j'aurais fait, sans doute. D'abord,
le fait qu'un amendement vienne d'un député communiste, c'est pas un truc qui me fait peur. Noël Mamère le sait, on a déjà voté l'un et l'autre les mêmes textes. Il était co-signé par Louis Giscard d'Estaing. Et en plus, il était co-signé. Il avait déposé le même. On a déposé 3 amendements qui étaient identiques. Le PS, Jean-François Copé ne doit pas écouter ça avec plaisir, ce que vous dites. Non, mais attendez. Vous auriez signé un amendement communiste. Non, je n'ai pas dit signé. Je dis quoi? Il y avait 3 amendements identiques. Noël Mamère le sait, j'aurais sans doute voté cet amendement. Et pourquoi j'aurais sans doute voté? Parce que je l'ai lu, cet amendement, depuis. Et que c'est un amendement qui, moi, me paraît ne pas poser de problème. Proposé par un député communiste, pour nos spectateurs. Et bien sûr, M. Chassaigne, que je respecte, que je connais bien, et que, voilà, je me suis déjà retrouvé. Donc vous dites, ça a toujours existé, ce genre de bagarre, c'est des sujets transversaux, c'est pas gauche contre droite. Et je vais vous dire une chose, j'aimerais que Nicolas Domenech, on connaît parfaitement l'objectivité de Marianne. La Shirley du pouvoir, je vois ça très bien. J'imagine que la semaine prochaine, on va avoir le droit à la Shirley dans l'opposition. C'est pas eux qui sont au gouvernement. Avec Ségolène Royal condamnée parce qu'elle ne paye pas les salaires, avec le PS qui ne fait aucune proposition sur aucun sujet, avec 13 candidats à la tête du Parti socialiste pour prendre le poste de premier secrétaire. J'imagine que c'est le Marianne de la semaine prochaine, Nicolas Domenech. Très bonne imagination. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'on est confronté à une crise financière, économique, sociale qui est formidable et que c'est vous qui avez, en principe, le pouvoir et que ce pouvoir est un mélange de cafouillage, de dysfonctionnement, de maladresse, mais qui est hallucinant. Reprenez-vous, Frédéric Lefebvre. Et Jean-Marc Lèche. Il faut que je dise un mot à Nicolas Domenech sur cette question. Mais je vais laisser Jean-Marc Lèche s'il le souhaite, mais je veux dire un mot parce que... Sur quoi? Mais sur le fait que ça serait des branquignoles au pouvoir. Attendez, il y a quand même 4 éléments structurants que personne ne peut contester. L'Europe, le retour de la France en Europe, avec notamment une Europe qui est en état pour affronter la crise économique. À qui le doit-on, si ce n'est à Nicolas Sarkozy? L'emploi. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu un taux de chômage à 7,5. On a fait 328 000 créations d'emplois, 321 000 nouvelles entreprises. Et le pouvoir d'achat. L'UNEDIC nous annonce plus 6% d'emplois pour l'année prochaine. Et les personnes le dialogue social. Et j'attends les groupes de l'opposition la semaine prochaine, quand on va travailler sur un texte qui est le fruit du dialogue social. Les syndicats en sont à embaucher tellement de dialogue social. Le sujet de ce soir n'est pas le bilan de Nicolas Sarkozy, c'est pourquoi il y a des quoi. Non, mais moi je réponds à Nicolas Domenech qui dit, moi je dis que ce gouvernement et ce président font des choses importantes. Et bancale. Bon. C'est une république bancale. C'est une république à plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a un cabinet avec le président et son équipe. Il y a un Premier ministre qui s'appuie sur l'opinion publique. Il y a un Premier ministre qui, lui, s'appuie sur les élus UMP, élus au scrutin majoritaire à 2 tours, et donc fiers et sûrs de leur légitimité. Donc vous avez un jeu de 4 coins extrêmement complexe. Aujourd'hui, on sait que le président et le Premier ministre ne se parlent plus, quand même. Vous êtes sûr de ça? Oui, ils se parlent de temps en temps au téléphone, ils se voient beaucoup moins souvent. Comment vous savez ça, monsieur Lèche? Pas par sondage, là pour le coup. Par sondage. Non, pas par sondage. Je veux dire par métier, par fréquentation. Par métier, par fréquentation des systèmes. C'est ça. Donc le président essaye d'organiser une république, une démocratie d'opinion contre François Fillon, qui lui veut organiser une démocratie d'élus UMP. Et donc, du coup, je termine. Développez ça, c'est-à-dire l'opinion contre les élus UMP. Le président, par exemple, soutiendra Nathalie Kosciusko-Morizet parce que 2 Français sur 3 sont d'accord. De la même façon, il soutiendra, alors qu'il a dit l'inverse il y a 5-6 semaines, le fait de boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parce que 2 Français sur 3 sont d'accord. Le seul moment où Nicolas Sarkozy affronte l'opinion, c'est l'Afghanistan, puisque 2 Français sur 3 sont contre. Sont contre l'envoi de troupes. Le fait d'y aller. Ouais. Mais le président fonctionne à l'opinion publique, veut se relégitimer en sondage de popularité via l'opinion publique, alors que le Premier ministre, lui, quand le président en France dit que le Premier ministre n'a pas de courage, et que le Premier ministre dit que le président est un enfoiré qui fait trop de conneries, il est certain qu'un jour ou l'autre, on arrête de voir. Vous avez vu ça? Franchement, Jean-Marc Lèche, entendez-moi, c'est une nouvelle. Votre fréquentation cet après-midi. Non, alors Sylvie. Non, mais pour appuyer Jean-Marc Lèche. Ah bon, vous allez appuyer ça aussi? Je dis qu'il y a dans ce pays, dans ce mode de gouvernement, il y a eu dans l'histoire la triple entente, il y a une triple mésentente. C'est vrai qu'il y a mésentente
manifeste, peut-être qui ne durera pas parce qu'on changera de Premier ministre, mais pour l'instant, après quelques mois de pouvoir, c'est la vérité que le Président de la République et le Premier ministre ne connaissent pas la lune de miel qu'ils avaient au début et qu'ils ont des intérêts divergents et que pour des raisons diverses, par exemple le manque de soutien du Premier ministre pendant la période la plus noire qu'a connue le Président de la République il y a quelques mois, le Président n'a pas aimé. Et tout ça sont vos commentaires. Non, mais c'est... Ils s'en ouvrent officiellement à l'Élysée. Bon, il y a la mésentente, effectivement. J'ai jamais entendu ça. Entre le pouvoir et les élus. Écoutez, je connais nombre de vos collègues qui en ont assez. Ce ne sont pas des parlementaires tout bleus. Ils ont été souvent élus la dernière législature. Ils connaissent leur métier. Ils en ont assez de jouer les godillots. Ça fait 30 ans que soit ça qu'avant. Il y a un moyen très simple. Ils en ont assez. Que tout le monde vote le texte de modernisation des institutions. Il y a un troisième. S'il y a bien quelqu'un. Frédéric Lefebvre, si vous voulez me laisser continuer, terminer mon propos. Et la dernière mésentente, c'est avec le parti. Donc il y a 3 pôles. Il y a le pouvoir exécutif où il existe une fêlure. Je ne dis pas que c'est une cassure, mais il y a une fêlure. Il y a le Parlement qui a envie un petit peu de prendre les rênes, d'ailleurs avec un président de groupe qui est condamné à exister puisqu'on l'évacue du gouvernement, il n'a plus le droit d'y aller. Et puis il y a le parti où le président de la République a installé des gens qui sont là pour faire contrepartie. Mais vous n'êtes pas seul à dire, même votre collègue Claude Goasguen, qui est de l'UMP, a déclaré au JDD d'aujourd'hui, qui n'est pas sorti pour d'autres raisons, après l'incident Nathalie Kosciusko-Morizet, tout n'est pas oublié, il reste un profond malaise. Les parlementaires s'étaient déjà sentis écartés du Grenelle de l'environnement et du rapport Attali. Donc malaise. Non, mais je l'ai lu, il dit même qu'il va y avoir de nouveaux couacs. Oui, il dit qu'il va y avoir de nouveaux couacs. Mais ce n'est pas des couacs. Alors c'est quoi? Mais ce sont des débats. Mais regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Mais non, je vous donne un exemple, le RSA. Je ne sais pas. Le RSA. Exemple de gouvernement. C'est pas un quoi. Le RSA, c'est ce qu'annonce Claude Goasguen. Oui, il le dit dans son article. Le RSA, on va faire le RSA. Ça, c'est une promesse non tenue. Mais il y a de vrais sujets. Mais c'est fou, Sylvie-Pierre Brossolette. Mais ça ne sera pas tenu. Et évidemment, ça sera tenu. Le vrai sujet, mais bien sûr cette année. Le vrai sujet. Ça, c'est une information. Mais je vous la donne. Le vrai sujet... 4 milliards cette année. Mais attendez. Le vrai sujet, personne ne le sait aujourd'hui, pas plus Martin Hirsch que vous, que moi. Donc comment on peut calibrer le RSA? Parce que comme toujours, on s'exprime trop vite sur ces questions. C'est un problème très compliqué, le RSA. Il y a 34... Le RSA, revenu de solidarité active, comme chacun sait. Et ça concerne les plus pauvres. J'espère que, d'ailleurs, avec l'opposition, on va travailler sur ces questions. Pourquoi? Ça concerne les exclus et les plus pauvres. Il est formidable, Frédéric Lefebvre. Le RSA, moi je vous le dis... du consensus et mais attendez, le RSA... Continuez, s'il vous plaît, ne l'interrompez pas. C'est l'homme qui vient nous faire la passerelle avec l'opposition. Le RSA, je suis désolé, c'est un sujet. Il va falloir voir comment on le calibre. Est-ce qu'on va y mettre la prime pour l'emploi ou pas? Il y a un vrai débat. Pierre Méhaignerie est contre. Et personne ne peut l'accuser d'être antisocial. Et pourtant, d'autres sociaux de l'UMP sont pour. Est-ce qu'on va y mettre la SS? Qui va le gérer? Est-ce que ça va être le Conseil général? Est-ce que ça va être l'État? Toutes ces questions-là ne sont pas des débats indignes. Il va falloir qu'on les ait et on aura des désaccords. Et c'est normal. Mais il faut s'habituer au débat politique. Je ne voudrais pas interrompre il n'y a pas de difficulté entre le gouvernement et sa majorité. Je ne voudrais pas interrompre Frédéric Lefebvre dans sa démonstration. Je dis qu'il peut y avoir des désaccords. Ce qu'il est en train de nous expliquer, sûr. C'est une technique qu'il a bien apprise de l'Élysée qui s'appelle la technique de l'enfumage. C'est-à-dire qu'on parle de ce qui est subalterne au lieu de parler de l'essentiel. C'est un spécialiste du fauchage. Alors, oui, justement parce qu'il y a eu des faucheurs volontaires qui sont un peu des lanceurs d'alerte. C'est sans doute ce qui a conduit au Grenelle de l'environnement et au fait qu'aujourd'hui les Français ont des inquiétudes sur les OGM dans l'agriculture et non pas dans la recherche en laboratoire confiné. Pourquoi c'est de l'enfumage? Parce qu'il ne dit pas que le vice essentiel de cette réforme, que l'on appelle réforme, qui en fait est un plan de rigueur, moi j'attends qu'on m'explique. C'est faux. J'attends qu'on m'explique si c'est ce qu'est un plan de rigueur, si c'est pas un plan de rigueur, quand on annonce 7 milliards d'économies, 7 milliards d'euros si on en croit le ministre d'économies et 166 pistes pour le faire. Alors moi ce que je veux dire... Pour vous c'est un plan de rigueur pur et net et simple, etc. Mais c'est pas un mot obscène, le problème de Sarkozy, ça serait pas un mot obsède, mais ça n'est pas un plan de rigueur. Le problème de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement, c'est qu'il y a un vice au départ. C'est un plan de réforme. Le vice au départ, c'est la fameuse TEPA, le paquet fiscal. C'est le paquet fiscal de 14 milliards d'euros. Noël Mamère, vous n'allez pas vous aussi demander aux ouvriers, aux employés de ce pays de rembourser les heures supplémentaires. C'est que vous avez gaspillé de l'argent et que vous avez transformé votre gouvernement en une sorte de citadelle de protection des plus nantis, c'est-à-dire de vos clientèles. Vous avez raison, les ouvriers, les employés les plus nantis. Et qu'aujourd'hui, vous faites payer aux plus modestes, effectivement, les minimums vieillesse,
les personnes adultes handicapées, ceux qui aujourd'hui sont censés bénéficier des heures supplémentaires. 70% des ouvriers font des heures supplémentaires. Alors que l'étude qui vient d'être publiée montre que les heures supplémentaires coûtent plus cher à l'État qu'elles ne rapportent, c'est-à-dire qu'elles coûtent 4 milliards d'euros à l'État. Et vous nous parlez du RSA. Le RSA, c'est très simple. Monsieur Hirsch a été engagé dans ce gouvernement pour mettre en œuvre le RSA qu'il avait estimé à 3,5 milliards d'euros. À Cahors, le président de la République a dit il va falloir quand même aménager, peut-être que ça sera que 2 milliards. Il n'a jamais estimé à 3 milliards. Et donc, qui fait-on payer ? Ceux qui aujourd'hui, dans ce pays, sont les plus vulnérables et les plus modestes. Et quand on ajoute à cela, excusez-moi de terminer sur ce sujet qui est important, quand on ajoute à cela l'augmentation du prix à la fois de l'énergie et des produits alimentaires, on se dit qu'effectivement, il y a un problème dans notre pays dont le président de la République n'arrive pas à apporter des solutions parce qu'il a multiplié tellement les promesses qu'elles sont tellement contradictoires qu'aujourd'hui, il est dans la nasse et qu'il n'y arrive pas. Je crois que la question est plus large que celle que Noël Mamère vient. Au fond, le président de la République n'a pas la République qu'il souhaitait avoir. C'est-à-dire ça. C'est un président qui souhaitait être le patron, le chef d'entreprise de l'entreprise France. C'est ça qu'il voulait faire. Alors, il a été élu avec 53%. Il a vaguement désespéré quand même, parce qu'il aurait préféré 55,5, soit plus que De Gaulle en 1965, évidemment. Et après, plutôt que de changer le mode... Il possédait le parti, donc l'UMP. C'était lui le taulier de l'UMP. Oui. Il pouvait changer le mode de scrutin, et avec la proportionnelle, il avait la République de Sarkozy. Et il a préféré, parce qu'il est archaïque à certains moments, comme Mitterrand, comme Chirac, il a préféré garder le système proportionnel arrondissementier, qui fait que les élus dans les circonscriptions sont maîtres de leur légitimité. Elles ne viennent pas du président, cette légitimité. Elle ne vient pas du président. Elle vient de leur effort à eux, estime-t-il. D'autant que, comme il en a manqué 40... non avec ce mode de scrutin-là, oui. Avec ce mode de scrutin, oui. Comme il en a manqué 40, il lui reproche à lui d'avoir fait ça. Du coup, le président a choisi un Premier ministre qui avait lui-même installé l'idée que le Premier ministre ne servait à rien. Ils étaient donc d'accord tous les deux. Et tout d'un coup, le Premier ministre, qui est meilleur en popularité, dit « mais c'est moi qui existe et le président fait des conneries ». Donc à ce moment-là, vous avez une bagarre institutionnelle durable. J'entends des voix, mais il a des visions aussi. Non, mais il y a 2 événements imprévus. Attendez, Sylvie Domenac avait demandé la parole. Excusez-moi, Nicolas. Quelque chose d'important dans ce qu'a dit Noël qu'il ne faut pas laisser en cours de route et qui obère la suite, enfin qui pose des vrais problèmes pour la suite, c'est que c'est vrai que le début de règne sarkozyste a été ce qu'on appelait la présidence bling-bling. C'était pas seulement un exhibitionnisme, c'était un manifeste politique antipopulaire. Ça interdisait de rassembler la France dans un effort collectif. Je parlais d'objectivité pour Marianne. Je termine ensuite. Après, vous répondrez. En tout cas, c'était la marque vraiment qui empêchait ensuite d'avoir de l'équité, de la justice, de montrer qu'on pouvait rassembler la France derrière soi. Et ça l'a poursuivi et ça le poursuivra demain. Toujours parce que le paquet fiscal pour vous, c'est ça. Mais c'est pas seulement le paquet, c'est tout ce qui était. C'était je suis l'ami des riches très riches et les autres débrouillez-vous. Donc il n'y a pas le signe qui a été donné qu'il allait rassembler la France. Ça c'est le premier point. Second signe, vous aviez raison quand vous disiez c'est riposte, le gouvernement. Parce que c'est un plateau télé aussi. C'est ça une des grandes nouveautés de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir conçu aussi son gouvernement avec des figures de gens télégéniques qui passaient bien. La Black, la Beurre, la Blonde et la blonde vénitienne. Mais pour exister sur ce plateau télé, il faut pousser des coups de gueule. Il faut faire du Sarkozy. Comme ici, quoi. Il faut parler pour exister. Comme faisait Sarkozy contre Chirac, puissance X. Il avait réussi comme ça, Sarkozy contre Chirac. Il faut savoir danser. Il faut savoir danser. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Aussi, ça veut dire de la compétence. Vous asseyez ça sur une compétence, mais ensuite sur une manifestation. Le troisième point, et j'aurais fini, vous pourrez dire... Noël Mamère connaît sa compétence. Le troisième point, le troisième point, elle a manifesté son originalité, sa force dans ce plateau télé. Rama, comme Rachida, comme Fadela, comme Nathalie. Et je termine le troisième point, c'est qu'il était, comme l'a dit Jean-Marc Lèche, il était le super boss qui avait le complexe du super boss. C'est-à-dire qu'il pensait pouvoir faire mieux que tout le monde. Et il a paumé. Il a paumé dans les sondages, premier gifle, et dans les élections, seconde. Donc, les parlementaires ne le considère plus comme ce mage. Je veux dire, le coup magique,
c'est dissipé. Oui, le sortilège est dissipé. C'est fini. Et donc, on le conteste. Vous pouvez dire ça comme ça, c'est fini. Mais non, ça peut revenir. Ça peut revenir. C'est fini, ça peut revenir. Aujourd'hui, c'est fini. Ça veut dire que le malaise des parlementaires confirme ce que dit Nicolas. Qui parle de cogestion, de cogérance, qui parle de penser à établir les lois dans la Ve République. On est encore dans la Ve République. C'est-à-dire qu'ils se permettent d'élever le doigt, d'élever la voix, d'élever vraiment des protestations devant ce que dit l'Élysée. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. C'est les trois légitimités dont parlait Sylvie. Attendez, trois légitimités qui sont contradictoires. Non, ne parlez pas. Sylvie va parler et ensuite vous ripostez. 3 événements imprévus qui ont gâché la fête, si je puis dire. C'est que Sarkozy, qui a été élu du premier coup à la présidence de la République, un peu comme Giscard, a cru qu'il n'était absolument... Oui, c'était seul, voilà. Pompidou aussi, mais ça ne l'avait pas fait perdre la tête. Alors, il a un petit peu cru qu'il était infaillible et qu'il pourrait faire ce qu'il voulait. Et ça a déçu parce que les résultats ne sont pas arrivés aussi vite qu'il a cru. Deuxième événement imprévu, la conjoncture. Parce que s'il avait eu une croissance qui aurait démarré, personne ne lui aurait reproché son bling-bling peut-être, ou son changement de femme. Mais pas de croissance, pas de distribution de pouvoir d'achat. Du coup, on lui reproche ce qui est secondaire parce que l'essentiel n'est pas là. Et effectivement, comme dit Nicolas, il y a eu quand même cette sanction des municipales qui sont arrivées très très vite après le entre guillemets triomphe des présidentielles, qui lui coupe les ailes politiquement. Il savait bien, il était un peu inquiet de cette échéance parce que si elles avaient été très mauvaises comme ça a été le cas, ça lui enlevait une grande part de son autorité. Mauvais sondage, mauvaise élection. Comment voulez-vous tenir des troupes dans ces conditions ? Surtout qu'effectivement, il tolère à son gouvernement des écarts de langage, des dérapages, des couacs, appelons ça comme on veut, en faisant semblant d'avoir organisé un peu ce qui a finalement été inévitable. Ça rend d'ailleurs les personnages populaires de son gouvernement possible, il reste, l'opinion approuve, c'est finalement son meilleur atout, parce que le reste n'est pas au rendez-vous. Et il suffit de dire ou je ne l'ai pas dit ou je m'excuse. Oui, mais finalement, tout le monde reste et tout le monde est content. Et effectivement, les personnages les plus populaires du gouvernement, c'est Fadela Amara, c'est Ramayad et maintenant Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'est même fait un... Frédéric Lefebvre. On a entendu beaucoup de choses. Oui, justement. Alors, je vais essayer. C'est à vous. Je vais essayer de répondre à tout ça. Débrouillez-vous avec tout ça. Allez. Plusieurs choses. D'abord, il y a une chose qui s'impose, c'est qu'on est en train de faire des réformes structurelles importantes, difficiles. Chacun le sait. Une des raisons pour laquelle le président de la République, et personne n'en parle, a fait l'ouverture. Mais c'est parce que, vous savez, en Haute-Loire, les paysans disent, quand on veut creuser profond, il faut un outil à base large. Quand on veut faire l'expression de Haute-Loire. Quand on veut faire des réformes en profondeur, il faut élargir sa base. Et élargir sa base, c'est quoi ? Ramayad et Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est pas la même. Reprenons dans la métaphore. Il y a aussi une phrase de Montaigne. Même les plus grands princes de ce monde ne sont jamais assis sur leur cul. C'est ce que devrait... Qu'est-ce qu'on a comme réforme devant nous ? Lefebvre. On a le RSA. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez dit que ça se fera... Ça se fera, mais c'est une réforme difficile. C'est un changement de logique économique. Il va bien falloir que tout le monde en parle. Et l'opposition aussi. Enfin, elle n'a aucune proposition pour les exclus. Il va bien falloir qu'on en parle. Deuxième sujet, les retraites. On ne peut pas continuer, et il va bien falloir faire une réforme. Et dans cette réforme, ce que propose l'UMP, c'est que les fruits de cette réforme se partagent entre l'équilibre général du système et la revalorisation des petites retraites. Mais il y a d'autres réformes essentielles qui sont devant nous, qu'il va falloir faire. Je pense au partage de la valeur. J'ai fait des propositions. Vous savez, le partage de la valeur, c'est une grande idée communiste que les gaullistes ont commencé à mettre en œuvre, c'est-à-dire mieux équilibrer entre les actionnaires et les salariés. Moi, je propose un dividende salarial. C'est un sujet sur lequel on peut débattre. Moi, j'en parle avec les syndicats en ce moment. Tout ça sont des réformes en profondeur, des changements de logique économique. Et il faut bien... Vous savez, j'ai envie de dire « I made a dream ». J'ai fait un rêve. Voilà. Ça va loin, c'est que tout d'un coup... Mais Noël va se moquer. Mais il a tort, parce qu'il l'a fait sur certains sujets. Il a voté avec moi, on a voté ensemble. Et c'est pas absurde, mais je vous le dis. Quel est le cap ? Non, mais il a fait un rêve, alors expliquez votre rêve. Le cap, il est assez simple. Le cap, il est simple. C'est quoi le rêve et le cap et le but et le goal ? Il est plus de réformes et plus de justice. Mais ça veut rien dire. Plus de justice. Il faut protéger les plus modestes. Ce que je vous ai dit, le RSA, ce que je vous ai dit sur les retraites. Tout ça, c'est la logique de protéger les... Mais bien sûr. Regardez, je vous prends deux sujets. Mais il y aura d'autres couacs, évidemment. Deux sujets récents. Le prix du gaz. Le prix du gaz. Ça, c'est pas protéger les plus faibles. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'a proposé l'UMP ? J'ai proposé, au nom de l'UMP, qu'on reporte l'augmentation tant qu'on n'a pas fait un tarif social. Il y a un tarif social qui est en discussion. Il y a la possibilité de neutraliser pour les Français les plus modestes l'augmentation, avec un remboursement de chèque
un peu comme à la prime à la cuve. Je l'ai demandé. Pendant ce temps-là, les socialistes hurlaient contre le prix du gaz, sans eux dire ce que disait très bien Noël Mamère tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème d'augmentation du prix des matières premières. Prenez un deuxième sujet. J'ai fait un rapport qui a été adopté à l'unanimité en commission des finances sur les prêts à taux variables. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé, je suis soutenu par Didier Migaud, par toute la commission des finances. Socialiste. J'ai proposé quoi? J'ai proposé qu'on invente, pour les plus modestes, un prêt à taux maîtrisable, c'est-à-dire mieux encadré. Notre souci, c'est celui, au contraire, de s'occuper des plus modestes. Et pour ça, il faut qu'à un moment, au lieu de critiquer, d'agresser... Je regrette qu'il n'y ait pas de représentant du Parti socialiste ici. Vous aurez tout de suite formé une carte à... Est-ce qu'on peut interrompre une seconde? Non, mais en tout cas, mais moi je plaisante pas. Non, mais je plaisante. Quand je dis qu'il faut travailler les uns et les autres sur ces sujets, les Français est-ce que l'on peut interrompre attendent de nous qu'on ce travaille. discours de politique générale qui normalement est tenu par le Premier ministre à l'Assemblée nationale? D'abord, j'ai le sentiment que Frédéric Lefebvre, qui est par ailleurs très sympathique, vit dans deux mondes différents. Lui, il est dans le monde du virtuel, de ce que voudrait le président Sarkozy, et d'ailleurs pas tout à fait sa majorité parlementaire, comme on l'a vu, puisqu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Et il est en train de vous expliquer que la réforme qui est engagée, 7 milliards d'euros d'économie, c'est fait pour arranger les plus faibles. Il oublie tout simplement qu'il y a encore 2 jours, il y a eu un pataquès, pour reprendre l'une des formes d'expression de votre émission, du thème de votre émission. Il y a eu un couac de plus sur un sujet qui est quand même emblématique de la politique de la droite, la politique familiale. Ça, on peut en parler. On va en parler, ça. La carte famille nombreuse, ce n'est qu'un des épiphénomènes de ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. C'est-à-dire une réforme. Il n'arrête pas de nous bassiner avec la réforme, mais ce n'est pas la réforme à l'allemande, ce n'est pas la réforme à la Canada, c'est pas la réforme à la suédoise qui amène du plus d'innovation, plus d'éducation, plus de santé, c'est du moins. C'est par exemple... Effectivement, cette tentation de supprimer la carte famille nombreuse, c'est la franchise médicale, c'est le revenu minimum vieillesse qui est indécent, c'est l'allocation adulte handicapé qui est indécente, c'est effectivement la question des heures supplémentaires. Qui les revalorise, c'est nous, justement. Mais attendez, vous n'avez rien revalorisé, les gens sont allés dans la rue pour manifester. Parce que c'est pas l'espagnol, c'est l'espagnolette, là. Le président de la République a annoncé 5% de revalorisation. On a un président qui nous dit, puisqu'il faut faire des économies, dans le cadre de ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques, on va supprimer un fonctionnaire sur 2 et on va faire des coupes claires dans l'éducation, qui est pourtant un secteur prioritaire. Mais alors quoi, ça veut dire quoi? Pardon, c'est pas le monde dont on rêve. Monsieur Domnac, expliquez-moi. Juste un mot. Moi, je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes après Nicolas sur la carte famille nombreuse. Son rêve, mais j'ai l'impression qu'il y a des stages organisés à Disneyland, c'est très fréquenté, parce que c'est du Walt Disney ce qu'il nous raconte. Par rapport à la réalité, je veux dire, il y avait quelques symboles, quelques mesures vraiment à prendre très très simples, du genre... Pour montrer que chacun... Je termine très vite. C'est pas question de Marianne, c'est le gouvernement. Dans l'affrontement. Pour montrer que vous vouliez faire plus de justice, il fallait montrer qu'en haut, par exemple, soit vous vouliez faire payer les pétroliers, par exemple, faire contribuer à l'effort national. Qui est-ce qui a fait une taxe sur les... Ça ne s'est pas fait. Soit que vous vouliez que les... Elle a été votée à l'unanimité, la taxe que j'ai faite sur les pétroliers. On n'a pas voté à l'unanimité l'augmentation du salaire du président de la République. Nicolas Domenac, à l'unanimité, j'ai proposé une taxe sur les pétroliers qui a été votée à l'unanimité. Cette taxe alimente un fonds qui a permis de faire le doublement de la prime à la cuve, monsieur. Réponse ou continuez. C'est rien par rapport à... C'est rien par rapport aux bénéfices. C'est quelque chose. Demandez à tous ces Français, 750 000 Français modestes qui ont touché la prime à la cuve, si c'est rien. Jean-Marc Lèche, ensuite Sylvie Perrault. Il est dans le fait que Nicolas Sarkozy est beaucoup plus à gauche que sa majorité parlementaire. Et que donc il essaye à chaque fois avec... des gens de son cabinet, je pense que Frédéric, même s'il est élu, est quand même quelqu'un qui fait partie du cabinet présidentiel. Le cabinet présidentiel aujourd'hui, il est beaucoup plus à gauche que le gouvernement dirigé par le Premier ministre, lequel est victime des élus. Et donc, il y aura ce malaise-là jusqu'au bout entre Nicolas Sarkozy et le gouvernement et l'UMP. C'est-à-dire qu'il est plus à gauche, Nicolas Sarkozy. Expliquez-moi, pour un esprit simple, il est moins réac que sa majorité. Il est moins réac que la majorité. Il est moins réac. Vous avez un numéro du Parisien encore que sur les questions. Oui, le Parisien. Encore que sur les questions de laïcité, on ne peut pas dire Météo, on vous dit ça. L'Assemblée nationale accueillie à l'intérieur du journal qui raconte comment les OGM, il faut être pour parce que sinon on est insensé. Donc, j'ai jamais vu un président de l'Assemblée dire un truc pareil. Normalement, c'est le président de l'UMP qui dit ça. Donc, ce que Sarkozy a déréglé, c'est la gestion
des rôles. Du coup, ça fait des couacs, mais les couacs sont bons pour lui parce qu'il a raison vis-à-vis du public dans la démocratie d'opinion. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, distinguer deux débats. Je comprends toujours pas, il est plus à gauche. Il y a le débat sur le fond des réformes. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes, est-ce qu'elles sont plus à gauche ou plus à droite, est-ce qu'elles font avancer le pays ou pas. Et puis il y a le débat sur la méthode pour les mettre en œuvre, ce qui me semblait être le débat d'aujourd'hui. Et sur c'est un débat sur la méthode, c'est un discours sur la méthode. La méthode, sur les réformes de fond, on peut débattre et on aura encore beaucoup de semaines, je pense, pour réfléchir sur le vrai bilan de Sarkozy, qui est effectivement un peu au milieu du gué, les choses avancent, on verra. Mais sur la méthode, il y a déjà des remarques à faire. Et par exemple, l'histoire de la carte familiale, là, pour le coup, c'est un vrai couac. La carte SNCF. Vraiment, c'est un bon exemple. Le gouvernement a inventé un fusil à se tirer une balle dans le pied. C'était une des 166 mesures de la RGPP. Elle a été glissée dans ces 166 mesures par des technocrates qui se sont dit... C'était déjà une mesure qui avait été proposée sous Juppé, que Juppé lui-même avait senti, même Juppé s'était dit, il vaut mieux pas la mettre. Bon. Et finalement... Et Dieu sait si Juppé sont les choses. Hein, ça passait toutes les mailles du filet. Ça passait toutes les mailles du filet. Le président de la SNCF n'était pas prévenu, le ministre des Transports non plus, et c'est les syndicats qui ont découvert, en épluchant un petit peu les mesures, les 166 mesures, en disant, mais oulala, là on va nous supprimer la subvention, et c'est nous qui devrons payer. Nadine Morano s'est réveillée, a dit, oh là là, je viens d'être nommée secrétaire d'État à la famille quand même. Et la première mesure qui arrive depuis que je suis nommée, c'est qu'on supprime un symbole de cette politique familiale du pays. Ça vient d'où? Mais c'est un truc de technocrate. Mais quoi? Ça veut dire quoi? Et après, ça veut dire que la SNCF... Quand on s'en est rendu compte, et après, Dominique Bussereau a encore gaffé le lendemain. Je finis mon petit récit, après vous me rectifierez. Donc Nadine Morano intervient auprès de l'Élysée, dit c'est pas possible. On dit ok, on va rectifier le tir, c'est une erreur. Bon, on va négocier avec la SNCF, on va voir comment on peut faire. Et puis Dominique Bussereau le lendemain dit effectivement cette carte sera supprimée. Et du Japon, Fillon confirme. Alors il a fallu que ce soit le président de la République qui convoque tout le monde et qui dise on met les compteurs. C'est quand même c'est Nicolas Sarkozy qui a fait l'arbitrage. Est-ce que je peux expliquer? Frédéric, vous pouvez quand même pas dire qu'il n'y a pas eu de couac sur cette affaire, quand même. Je vais vous dire. Vous n'allez pas nous dire que c'est bien passé. C'est un couac qui devient un quick. Et que c'est l'expression du Si débat vous voulez me laisser parler, je vais dire ce que je représente comment Nicolas Sarkozy est en train de réinventer la politique. Vous inventez rien du tout. Vous êtes au milieu d'une situation que vous contrôlez très mal. Carte famille nombreuse. Moi, je pense que ça mérite de s'arrêter un tout petit peu sur cette question. Pourquoi? Je trouve que c'est l'exemple même où la société s'emballe sur une fausse information. Attendez, mais laissez-moi... En quoi c'est une fausse information? Mais je vais vous expliquer. Autant, il y a beaucoup de ministres, les noms ont été rappelés tout à l'heure, qui se sont exprimés sur la carte famille nombreuse. Beaucoup. Ils ont parfois, sur un certain nombre de sujets, dit des choses différentes. Mais il y a un point, vous pouvez les reprendre. Vous reconnaissez, hein? Non, mais il y a un point, vous pouvez reprendre toutes les interventions des uns et des autres. Ils ont tous dit que la carte famille nombreuse ne serait pas supprimée. Tous. Le Premier ministre a fait un communiqué. J'ai fait, moi, au nom de l'UMP, un communiqué pour le dire. Malgré tout, la presse, la gauche, mais attendez, la gauche... a dû se déjuger à 2 heures d'intervalle. Sylvie Pierre Brossolette, vous vérifierez ce que je dis. Je parle de la carte famille nombreuse. Oui. La gauche a dit, il y a une suppression. Du coup, on a vu des interventions, des interviews à la télévision, partout. Et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre la suppression de la carte famille nombreuse? En réalité, je vous invite tous, et je prends à témoin les Français qui nous écoutent, à regarder les RGPP. Qu'est-ce qui était la RGPP? Ce que vous disiez? Oui, si vous êtes libre ce soir, vous regardez les RGPP. Voilà, si vous êtes plaisant pour dimanche soir. Un peu de temps à tuer. Non, mais pas une rigolade, les RGPP. Mais je continue. Dans les RGPP, il y a une des mesures qui concernait la carte famille nombreuse et la SNCF. Quel était l'objectif de cette mesure? Quel était l'objectif de cette mesure? Absolument pas de supprimer la carte famille nombreuse. Mais d'ailleurs, quand Ramayad a dit au Monde, est-ce que je peux terminer et qu'elle l'a démenti après, elle n'a jamais dit ça au Monde. Dans cette affaire, tout le monde a dit n'a jamais dit que Borloo. D'accord, je voudrais terminer. C'est une invention de journaliste. J'ai une occasion, enfin, de pouvoir dire ce qui s'est passé. Oui. Voilà. Il y avait une proposition qui était faite, c'était de supprimer la compensation faite par l'État à la SNCF, parce que la SNCF est dorénavant excédentaire et pas déficitaire. Qu'est-ce qui est... Du coup, un certain nombre de gens se sont dit, si on supprime la compensation, ils ne pourront plus faire respecter la carte famille nombreuse. Or, ils ont mal regardé, parce que la carte famille nombreuse est une obligation de service public, inscrite dans la loi. Personne ne pouvait la remettre en cause. Qu'est-ce que, du coup, a fait le président de la République? Attendez, je termine. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République? Il a dit, puisqu'il y a inquiétude sur la compensation, on va trouver un autre moyen de faire payer la SNCF. Et il a dit, la SNCF aura bien sa compensation, mais elle la remboursera à l'État en augmentant le dividende que perçoit l'État sur les bénéfices de la SNCF.
Ce qui veut dire qu'au bout... Ce qui veut dire qu'au bout... On a la carte famille nombreuse de mon début, là, il est largué. Là, la carte famille nombreuse que personne n'a jamais voulu supprimer. Et attendez, moi je prends les Français qui nous écoutent à témoin, qui regardent ce que je dis, qui regardent les documents de la RGPP, qui regardent la proposition de détail. On va le faire tous. D'ailleurs, tous les Français, c'est bien connu, ont chez eux les documents de la RGPP. Et que tous les journalistes... Moi, je demande simplement à tous les journalistes qui sont des gens honnêtes, moi je ne mets pas en doute le fait que vous soyez honnêtes les uns et les autres. Pas comme ceux qui prennent des interviews. Au moins, regardez ce que je viens de dire. Regardez. Et vous voyez si c'est vrai. Mais pourquoi vous ne dites jamais on s'est gouré, on a mal communiqué sur cette affaire. Mais attendez, pourquoi on n'a pas le droit de dire ça attendez, qu'il y a un problème de communication, je ne vous dis pas. J'ai même dit qu'il y avait des ministres qui avaient dit des choses différentes. Sauf que personne n'a dit qu'il y aurait la suppression de la carte famille nombreuse. C'est pas un problème de communication, c'est un problème... Lefebvre. Non, mais je trouve Frédéric Lefebvre vaillant de défendre quelque chose d'aussi compliqué. Oui, c'est difficile. Et quand même, vous dites... Moi, je vous trouve très courageux. À la sortie, c'est simple. Carte famille nombreuse, il n'a jamais été question de la supprimer. Elle est maintenue. Il n'a jamais été question de poser des conditions pour aller à Pékin. Il n'a jamais été question sur les OGM. Il était question que la SNCF paye et perde sa compensation. À la place, elle va payer en augmentant le dividende versé à l'État. Mais redevenons léninistes un petit moment. Léniniste. Ça nous manquait là dans le débat. Alors, léninisme. Justement, après tout. Et qui peut faire Quand il y a une ligne, on regarde les bavures. Mais là, comme il n'y a pas de ligne, on ne regarde que les bavures. Et du coup, les bavures deviennent le centre de la route plutôt que d'être sur les côtés de la route. C'est bien ça la difficulté du sarkozysme aujourd'hui. C'est que le dérapage devient le message. C'est bien Sarkozy n'a pas réussi à faire sa République. Il n'y a plus que ça. Alors vous, c'était Lénine, vous, c'était le paysan de Haute-Loire, où on en est là. Attendez, entre Lénine et le paysan de Haute-Loire, moi j'ai perdu. Alors, la réponse est dans la question que vous posiez tout à l'heure et que soulevait Jean-Marc Lèche. Sarkozy est plus à gauche, en tout cas, que sa majorité. En tout cas, il s'est fait élire. Mais j'ai pas eu ma réponse pour voilà, il s'est fait élire sur une synthèse extraordinaire, exceptionnelle, je veux dire, entre une politique libérale d'un côté et une politique sociale de l'autre. Et il disait, moi, je suis capable de faire la synthèse. Simplement, depuis qu'il est au pouvoir, on a perdu la synthèse. On ne sait plus ce qu'il veut. On a l'impression qu'il tient toujours ce discours, mais dans la réalité... Oui, ça serait pas mal qu'il y ait une boussole. Du coup, on est obligé de se raccrocher, effectivement, à ce qui apparaît des zigzags par rapport à une absence de cap, mais qu'on pensait être avant. Et de temps en temps, Sarkozy nous redonne une piqûre de rappel de « je ferai une politique industrielle volontariste, je vais défendre, comme le dit Frédéric Lefebvre, les plus pauvres, les exclus, et je vais même récompenser le travail ». Il nous le dit, mais dans la réalité, ça ne suit pas. Mais vous jugerez dans la réalité, sur les on a un pouvoir qui ne pense qu'à supprimer, et on qu'à a faire de la 5 ans pour finir les réformes. Donc voilà, ce qui est dans c'est des réformes difficiles. Simplement, Frédéric, qu'on puisse partager la parole chacun. Je pense que ce que vient de dire Nicolas Domenach est essentiel, c'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a fait une campagne tout à fait remarquable. Formidable. Effectivement, pour reprendre les propos de Frédéric Lefebvre, il a fait rêver les Français, y compris ceux qui n'étaient pas habitués à voter pour la droite. Et qui n'ont pas forcément voté pour lui. Il a voulu faire se rejoindre les contraires, c'est-à-dire une politique libérale, très libérale, on s'en est aperçu d'ailleurs dès le lendemain de son élection, et une politique sociale. Et on s'est aperçu qu'il y avait une contradiction et qu'il ne pouvait pas tenir les deux bouts de la ficelle. Et donc sa campagne, qui était une opération de communication politique exemplaire, comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps, s'est transformée en une imposture politique. Et aujourd'hui, ceux-là même qui avaient rêvé, que Sarkozy a fait rêver, les petites gens, les ouvriers, quand il va à Gandrange, par exemple, et qu'il dit, sans sourciller, l'entreprise, l'industrie, les usines, c'est mon truc, et qu'il prend des engagements et que quelques semaines après, Mittal fait l'exact contraire de ce qu'a promis Sarkozy, lequel Mittal est reçu à l'Élysée et Sarkozy ne dit rien de plus. Il reçoit les syndicalistes, il ne leur promet rien, sinon des suppressions d'emplois. Faites comme les syndicalistes, ils disent on attend pour voir dans un mois. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, on est en face d'une sorte d'un personnage politique qui avait joué le rôle de magicien le temps d'une campagne, qui a fait rêver, puis qui se retrouve sur le plancher des vaches, même si c'est en Haute-Loire ou ailleurs, ou en Périgord, en Gironde. Il se retrouve sur le plancher des vaches. Et comme disait Lénine, que faire Lénine, il a su que faire avec les paysans. Souvenez-vous des coulacs. Il a choisi c'est pas la même chose. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Sarkozy est confronté à une difficulté économique et sociale qu'il n'arrive pas à résoudre et qu'il a une autre difficulté qu'a très bien souligné tout à l'heure
Sylvie Pierre Brossolette. C'est la difficulté avec sa majorité parlementaire et ces 3 légitimités contradictoires qui se sont construites dans son cabinet noir de l'Élysée, chez les ministres et au Parlement. Voilà. Pendant ce quinquennat, il y a eu un tournant début janvier quand Nicolas Sarkozy a dit honnêtement que les caisses étaient vides et que ses promesses sur le pouvoir d'achat... C'est Fillon qui a dit ça. Oui, enfin, il l'a dit le 8 janvier. Non, mais c'est vrai. Fillon a dit, on est en faillite. Le 8 janvier. Il a admis que les chiffres de croissance n'étaient pas au rendez-vous, qu'il ne pourrait pas distribuer autant qu'il aurait voulu. Il a cassé le rêve ce jour-là. Et je pense qu'il y a comme une normalisation de la gestion sarkozyste. Je ne crois pas qu'elle soit tellement plus à gauche ou plus à droite que ce qu'il avait annoncé, mais elle est beaucoup moins généreuse en tout cas, et les résultats ne sont pas là. Ce qui fait qu'il est obligé de faire un peu comme tout le monde, de la rigueur, d'essayer de tenir dans les clous de Maastricht. Mais c'est pas la première fois qu'il fait de la rigueur en France. Non, de même que Mauroy a cessé de faire rêver en 83, chaque gouvernement, de même que Chirac, quand il a été élu, il y a eu très vite la rigueur. Eh bien Sarkozy s'est heurté un peu au même principe de réalité. Après, ils n'ont plus jamais fait rêver. Mauroy n'a plus jamais fait rêver. Ça n'empêche pas je voudrais dire 2-3 petites choses sur les réformes. Non, mais 2-3 petites choses sur les réformes. D'abord, et comment relancer le truc ? Mais attendez, sur le plan financier, moi j'entends beaucoup caricaturer, le paquet fiscal, machin, La vérité, c'est que pour les 3/4, le paquet fiscal, on le sait, c'est les heures sup. Et les heures sup, 70% des ouvriers en font. Didier Migaud, ça n'a pas été une franche réussite. Mais si vous en croyez Didier Migaud, mais il se trouve qu'on a eu un débat contradictoire et que malheureusement, il a bien été obligé de constater un certain nombre des informations qu'on lui a données. Il y a quand même eu un rapport de l'Assemblée nationale qui est une commission. Aucun rapport de l'Assemblée. La commission des finances. Lui-même d'ailleurs l'a dit. Un certain nombre de choses Noël Mamère, qui n'ont pas été... que je n'ai pas vu démentir dans la presse. Ne dites pas ça, il n'y a pas eu de rapport de la commission des finances. Rien n'a été démenti de ce qu'a dit Didier Migaud jusqu'à maintenant, et qui a été relayé par la presse. Bien sûr que c'est un succès, les heures supplémentaires. Mais pour une raison simple, on fait une première erreur en regardant les heures sup. C'est qu'on ne regarde qu'une seule chose, c'est la croissance du nombre d'heures sup. En pensant que c'est là-dessus qu'on va mesurer les choses. La croissance du nombre d'heures supplémentaires, elle est, le rapport de la DARES dit 28%. Très bien. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est que les heures supplémentaires, globalement, sont mieux payées dans notre pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les ouvriers, les employés, aujourd'hui, ils ont... Mais bien sûr. En plus de pouvoir d'achat. Mais attendez, qu'est-ce que ça nous a permis de faire ? Ça nous a permis... Pas les précaires. Ça nous a permis d'avoir, au mois de février dernier, 1,2 d'augmentation de la consommation, par exemple. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que sur la croissance, on est habitué depuis plus de 10 ans à être les mauvais élèves de la classe. En Europe, on est toujours les plus mauvais. Il se trouve là, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les organismes d'observation économique internationaux qui le disent, l'impact de la crise économique, car il y en a une, Sylvie Pierre Brossolette l'a dit, et on ne va pas le nier, l'impact de la crise économique, il va être de 0,3 sur la croissance française, de 0,4 en Allemagne, de 0,7 en Italie, de 0,4 sur la moyenne des pays européens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la responsabilité d'un pays, c'est d'essayer d'accrocher mieux la croissance que les autres. Je ne dis pas que la classe va bien. Je dis qu'on est passé du plus mauvais élève plutôt à la place d'un des premiers. Et il faut qu'on continue. Et il faut faire des réformes structurelles. On n'a pas le choix. Tous les pays d'Europe les ont faites. S'il parle dans quelques jours, c'est bien quand même que les choses sont le 21, le président de la République très claires. C'est un euphémisme. C'est-à-dire c'est-à-dire que tous les députés, quand vous les voyez en off, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient sociaux, ils vous disent on ne sait pas où on va, on n'y comprend rien. Les libéraux trouvent que ce n'est pas assez libéral comme politique, et les sociaux vous disent que ce n'est pas assez juste comme politique. Autrement Nicolas Domenech vient de découvrir que l'UMP était faite de libéraux, de sociaux, et c'est pour ça qu'il y a des débats. Parce qu'on n'est pas tous d'accord. Bien sûr. Et la grande différence avec le PS, Nicolas Domenech, quelques exemples, c'est qu'eux, ils se battent pour des postes. Si on peut terminer, il sera très curieux de voir effectivement que devient cette majorité, par exemple, sur les fermetures de casernes. Parce qu'elles se passent toutes dans des circonscriptions tenues par les députés UMP. Alors les mêmes députés, quasiment. Et sur les hôpitaux. Bien sûr, et les hôpitaux. Et sur les hôpitaux. Donc ces parlementaires qui réclament la cogestion législative, qui disent nous on est libres, nous on est des gens formidables. Moi, je n'en doute pas. Sauf que chaque fois qu'il y a des problèmes de cet acabit, on voit qu'ils défendent leur bout de gras, qu'ils défendent leurs électeurs. Et d'ailleurs, on peut les comprendre. Nicolas Domenech dit lui-même que c'est difficile. C'est ce qui s'est passé sur un des sujets que vous avez évoqué, la question des OGM. Ceux qui ont voté avec nous
Ce sont des députés qui sont dans des zones de montagne, dans des zones où il y a des labels de qualité et des AOC. Ils n'ont pas envie de revenir devant les paysans qui font de l'agriculture paysanne. Gros Didier, il n'est pas tout à fait en zone de montagne. Oui, mais Gros Didier, lui, il n'est peut-être pas en zone de montagne. Mais Gros Didier, François Gros Didier est le député UMP qui était le plus en pointe contre la loi sur les OGM, qui a été courageux, qui a envoyé une lettre à tous ses collègues d'ailleurs, et qui a tenu le coup pendant la durée. Donc vous confirmez la thèse de la de discussion Frédéric Lefebvre, parlementaire. c'est-à-dire que l'UMP est totalement traversée par des courants contradictoires sur les questions de société. Mais c'est vrai. Tous les partis politiques sont traversés par des courants. Et les Français, oui, mais dans les familles, mais Frédéric Lefebvre ne peut pas nous faire croire. Mais personne ne nous a dit le contraire. Pourquoi ça serait forcément mal? Mais personne n'a dit le contraire. C'est pas un verre qui va vous dire qu'on n'aime pas les débats. On est bien d'accord. Oui, mais alors pourquoi vous leur reprochez à eux leur liberté de ton, alors qu'on devrait plutôt considérer que c'est un acquis pour la démocratie? Mais la réalité n'est pas la même. Alors écoutez, attendez juste une seconde, puisque je suis interrogé. Oui, il est interrogé. D'abord, nous ne sommes pas au pouvoir, comme l'a très bien signifié au début de cette émission Nicolas Domenech. Donc la majorité a quand même une responsabilité particulière, puisqu'elle s'est engagée à la fois sur les présidentielles et sur les législatives, sur un programme qui était le programme du président de la République, puisque avec l'inversion du calendrier, c'est l'élection présidentielle qui détermine tout. Manque de peau, comme l'a dit Jean-Marc Lèche tout à l'heure, le succès aux législatives n'a pas été de l'ampleur qu'espérait le président de la République, donc il n'a pas pu tenir ses troupes comme il le voulait. Aujourd'hui, vous répondez pas à ma question. Les contradictions, elles sont du fait que les promesses qui ont été... Est-ce qu'il n'y a pas là une nouvelle façon de faire de la politique? Mais pas du tout. Ce sont les promesses du président de la République qui ne sont pas tenues, et parce que le débat, il n'est pas du tout organisé. Quand vous avez un président de l'Assemblée nationale qui vous dit « ceux qui luttent contre les OGM nous font un procès en hérésie », quand vous avez un autre député qui vous dit que tout ce qui est en train de se passer sur le minimum vieillesse et compagnie, dit sur les OGM, il faut penser à la fin dans le monde, on est bien obligé de regarder. Mais tous les enjeux. Tous les spécialistes sont en train de vous expliquer que ce n'est pas les OGM qui réduiront la fin dans le monde. Aujourd'hui, nous produisons 2 fois ce que la planète peut manger. Donc le problème, ce n'est pas un problème d'OGM, c'est un problème de redistribution et de répartition. Aujourd'hui, les 2/3 de ceux qui aujourd'hui ont faim dans le monde, il y a une crise alimentaire. Il y a des révolutions de la faim, il y a des émeutes de la faim. Ce sont des paysans, donc le problème n'est pas de savoir si on va faire des OGM. Par exemple, on parle de la Chine. De la Chine, on a parlé à très juste titre sur la question de la flamme que nous avons fini par boycotter d'ailleurs, et c'est très bien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que depuis 10 ans, il y a 3 millions, je dis bien 3 millions d'hectares de riz qui ont été supprimés en Chine. À cause des OGM. Mais pas à cause des OGM, à cause du fait que la Chine est aujourd'hui un pays qui progresse comme l'Inde, qui mange plus de viande qu'auparavant. Donc toutes les céréales et tous les protéagineux qui vont vers les animaux, ils ne vont pas vers les humains. Et puis il y a le problème du riz. Il y a le problème du riz qui n'est pas lié aux OGM, qui est lié à l'industrialisation, à l'urbanisation, qui fait qu'aujourd'hui le principal problème de la Chine, c'est moins le boycott des jeux que la question de savoir comment elle va nourrir l'ensemble de sa population. C'est un problème qui se pose, vous l'avez vu, au Mexique, au Cameroun, en Bolivie, en Côte d'Ivoire, en Égypte, en Haïti, et toutes les projections qui sont faites aujourd'hui montrent que cette crise alimentaire n'est pas simplement un problème d'augmentation du coût de l'énergie, des agrocarburants dont on s'aperçoit que c'est une erreur colossale et qu'il faut arrêter. C'est le président de la Banque mondiale qui le dit. Un problème de spéculation, puis un problème qu'on oublie, et qui est évoqué par les écologistes depuis longtemps, c'est le problème du bouleversement climatique et d'un certain nombre de régions qui aujourd'hui ne peuvent plus produire comme auparavant. Donc c'est le retour de ce que nous prenons, c'est-à-dire à la souveraineté alimentaire. Tout ça, ce sont des sujets effectivement qui dépassent les clivages politiques énormes. Et pour en venir à la question que vous me posiez, c'est un problème de désorganisation au sein de la majorité et au sein du pouvoir. On redescend. Pour revenir à la question que vous me posiez, pour ce beau sujet, quand même pour une fois, le programme... On a quand même des sujets sur les OGM. Pour finir sur les OGM, quand même le président de la République l'avait annoncé. Il avait négocié avec Hulot, c'était dans son programme. Et c'est là qu'effectivement... Il l'a fait, justement. Non, mais bien sûr. Et c'est là que je trouve qu'il y a divergence et divergence. Quand dans la majorité, on leur balance le rapport Attali, ou on leur invente une mesure qui n'était pas prévue, ou on ne les consulte vraiment sur rien. Alors là, je comprends qu'ils puissent regimber, c'est pas le jeu normal. Mais quand même, effectivement, sur cette affaire de Grenelle de l'environnement, ça, la donne était claire. C'était annoncé, ils ont voté pour Sarkozy, ils l'ont désigné, c'était un succès. Et donc là, effectivement... Il est quand même mort et enterré. Ça, on peut dire que c'est un peu... Je ne peux pas laisser dire ça. Il n'y avait quand même pas la suppression de la carte de la famille nombreuse. Sur l'environnement. Ça, c'est un élément supplémentaire du rapport Attali qui n'y était pas. Dans ce que je voudrais dire, moi, c'est que Sarkozy la joue beaucoup à la télévision le 21.
Et c'est pas un hasard que le cabinet noir, bleu ou rouge, dont fait partie avec Frédéric lui, Lefebvre, je ne sais pas, explique qu'il va falloir faire l'heure de vérité. Quel symbole freudien que d'essayer de refaire l'heure de vérité de Nicolas Sarkozy 9 mois après avoir été élu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un truc qui m'a échappé. Il parle d'une renaissance. Une renaissance. 9 mois après. C'est une incantation freudienne. On n'est pas dans la vérité. Prenons le Grenelle de l'environnement. Et l'environnement. Non, mais Regardons dans les 30 dernières années, qui a fait le nucléaire, qui aujourd'hui, chacun sait, nous met à l'abri d'un certain nombre de dangers. Ça, c'est une erreur. Qui a fait sur le Grenelle de l'environnement? Non, mais sur le Grenelle de l'environnement, Noël Mamère dit c'est mort et enterré. Oui. Attends, par exemple, Noël, l'histoire du bonus-malus sur les véhicules polluants. Ça a été fait, ça n'a pas été fait. Ça, le Grenelle de l'environnement. Non, mais j'ai pas dit que c'était que ça. Sur les OGM, la prescription du Grenelle de l'environnement, c'était de dire on produit et on consomme sans OGM. C'est devenu on produit avec ou sans OGM. Deuxième sujet. C'est-à-dire qu'on a légalisé la contamination. Deuxième sujet, l'État, par exemple, s'impose depuis cette année l'achat de véhicules propres pour toutes ses administrations. D'ailleurs, j'espère bien que les collectivités locales, notamment les régions, feront la même chose. Troisième chose, un plan carbone. Chaque administration aujourd'hui est obligée, dans toutes les décisions, de faire un plan carbone. Tout ça, c'est le Grenelle. Et sur les OGM, moi je dis à Noël Mamère que ce texte qui a été préparé, il le sait, par Mme Voynet et M. Jospin en 2001, il avait été appliqué, il n'y avait pas 7 ans qu'on avait attendu. Pendant ces 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des plantations d'OGM. Et d'ailleurs, qui a eu le courage de demander l'application de la clause de sauvegarde? C'est sous notre pression que vous avez... Mais sous votre pression, en tout cas, qui a eu le courage de le faire? Qui a eu le courage, Noël Mamère, sur un sujet très important, la mine d'or en Guyane? Noël Mamère, je connais ce sujet. Mais attendez, la totalité des écolos... Puis alors moi, je suis devenu un connaisseur formidable avec Frédéric Lefebvre. Je le remercie de me... Mais c'est vrai, c'est vrai que le problème central, si vous voulez, pour revenir au... Parlez de Ramayad aussi un peu, tiens. Pardon, oui, non, mais on va revenir à ça, mais il faut bien prendre en contact... On va avancer, il faut bien prendre en contact... On revient la semaine prochaine, c'est l'information. Il faut prendre Serge Moiti en conscience pour comprendre ce qui se déroule et ce qui dysfonctionne, en particulier le reste, quelque chose d'essentiel, c'est que Nicolas Sarkozy a été élu contre tout son entourage. Tous ses choix, quasiment, ont été faits contre les avis de ses plus proches, qui lui disaient « Ne retourne pas au ministère de l'Intérieur, c'est une stupidité. Ne prends pas la tête de l'UMP, c'est une erreur. » etc. etc. Donc, moi, j'ai dit ça, ne prends pas la tête de l'UMP. Pas toi, mais d'autres ont dit ça. Reconnais. Bon, et on se connaît depuis tellement longtemps. Non, mais je ne dis rien. Moi, votre vie privée ne m'intéresse pas. Et donc, si vous voulez, il arrive au pouvoir, au fond, il n'écoute plus personne. Pourquoi il les écouterait? Ils n'ont fait que l'induire en erreur. Eh bien voilà, nous avons un solitaire dans l'erreur. Deuxième chose, je finis. L'UMP, je veux dire, qui a été une force de proposition quand il s'en est emparé. Ils ont fait des discussions, un programme formidable. Mais depuis qu'il n'est plus, son principal objectif, c'est de stériliser le parti, d'éviter que ne se profile un contre-pouvoir dangereux pour l'avenir, pour lui, qu'il n'y ait pas une personnalité qui émerge. Donc, hop, on squeeze l'UMP. Et le Parlement, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il dirige tout, mais il ne le peut pas en même temps. Donc on a cette contradiction centrale. Il en tire bénéfice des quoi, et en même temps, alors il essaye d'en tirer bénéfice, puisque quand les événements vous échappent, feignons de les organiser. Donc il les échappe, et Ramayad en particulier, ça fait partie effectivement des personnes un peu neuves dont il peut dire « je les ai fait exister » ou « j'ai contribué à leur existence ». Et ça correspond à quelque chose de profond chez lui, peut-être l'affection ou la sympathie. C'est bien ou c'est pas bien? Oui, bonne question. Vous m'avez donné la question. C'est très mal pour le reste du gouvernement qui ne supporte pas, qui dit « on ne gouverne pas ». Mais c'est ce qui compte, c'est l'absence. Bien sûr, c'est l'image qu'on donne du pays. C'est deux logiques. Vous avez les gouvernants dits sérieux, entre guillemets, qui disent c'est insupportable, et ils le disent dans la presse. Et les Français qui sont Jean-François Copé, Claude Goasguen viennent de dire il faudra trancher la prochaine fois, couper les têtes, ça ne peut plus. Sauf que j'ai dit ça. Nous, on ne veut pas couper les têtes. Et les Français dans tout ça, si j'ose dire. Mais selon qu'on s'appelle Ramayad ou M. Bockel, on n'a pas le même traitement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que Ramayad explique que quand Kadhafi vient, il s'essuie sur un paillasson en France, et elle est toujours au gouvernement. Alors elle a reparlé des conditions pour les JO, etc. Elle a juste démenti que le monde, ce qu'elle avait dit soi-disant dans le monde, et puis elle est toujours là, et Sarkozy l'aime beaucoup. Mais elle est absolument intouchable. Monsieur Bockel, lui, qui a pris le risque de vouloir faire nettoyer la France-Afrique, alors que c'était dans le programme de Sarkozy. Alors pourquoi ces deux poids et ces deux mesures? Parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même image dans le pays. Il y en a une qui est très populaire, qui est le symbole, en plus, de la volonté de Sarkozy de faire la diversité, de montrer des femmes, et l'ouverture. Ils
sur des femmes, c'est important. Le fait qu'elles soient des femmes, sans qu'elles soient des femmes, c'est important. Le problème, ça a été qu'il a aussi, non seulement pas pu tenir ses promesses dans le domaine économique à cause de la conjoncture, mais il a changé un petit peu de politique étrangère. Pendant sa campagne, il y avait « on va être pur, dur, les droits de l'homme bon. Et après, il y a un retour à la réelle politique. Alors, Bockel s'est étouffé, Ramayad aussi, mais effectivement, ça fait des couacs. Mais ils n'ont pas le même sort. Mais ça, c'est de l'ouverture, parce que Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est pas de l'ouverture, c'est une pur jus. C'est la différence par rapport au programme affiché. Alors, il y en a... La question, c'est de savoir... On veut théoriser quelque chose de très simple, c'est de savoir quel est le résultat. La question, c'est de savoir quel est le résultat. Ramayad, effectivement, dit Kadhafi s'essuie sur la France comme un paillasson. Elle pose les conditions. Ça ne change rien à la position officielle de Nicolas Sarkozy sur la question de savoir si ici et maintenant, après toutes les manifestations qui ont eu lieu, après que Gordon Brown lui donnait l'exemple, puisqu'il est allé même devant la Chambre des communes expliquer que la France enverrait des troupes en Afghanistan, c'est quand même un singulier mépris de la représentation nationale. Si vous votez le texte sur les institutions. Eh bien, la position de Sarkozy n'a toujours pas changé sur la question de savoir s'il sera à la cérémonie officielle des Jeux de Pékin ou pas. Il ne sera pas. Non, j'espère qu'il n'y sera pas. Oui. Pour ce qui concerne Bockel, l'humiliation, elle est double. Non seulement il est rejeté parce qu'il dénonce la France-Afrique, mais son successeur, dont je crois qu'il s'appelle Jo Yandé, le premier voyage qu'il fait, c'est chez M. Bongo. C'est le symbole le plus obscène de la France-Afrique que nous dénonçons depuis des décennies, M. Albert Bernard Bongo. Mais pour qui nous prend-on ? Vous connaissez tous ses prénoms. Oui, il s'appelait Omar Bongo aujourd'hui. Non, mais son vrai prénom, c'était Albert Bernard. Enfin, peu importe. La réalité, c'est vous avez vu ce qu'a déclaré la réalité, c'est qu'on donne des gages et que, contrairement à ce que dit Sylvie, effectivement, la politique militaire est en train de changer avec le fait que le président de la République veut rejoindre le commandement intégré de l'OTAN. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atlantisme. Alors, pardonnez-moi. Il veut surtout construire une défense européenne. Excusez-moi de vous dire que sur l'Afrique, c'est exactement la continuation de Focard et de Dupen, c'est-à-dire de la droite et de la gauche, sur l'aide à ceux qui... Vous avez entendu, mais c'est pas ce qu'il avait annoncé. Vous avez entendu, il avait dit « je serai partout où les droits de l'homme sont bafoués ». Merci. Vous avez entendu, monsieur Lefebvre, la sombre prophétie du député villepéniste Hervé Mariton, un de vos collègues, UMP, évidemment. Le danger, c'est que l'on aille d'incident en incident jusqu'à l'explosion. Ça vous laisse de marbre ? Moi, je ne suis pas du tout inquiet, je veux dire pourquoi. Parce que... rien ne vous touche alors. Mais je veux dire pourquoi je ne suis pas inquiet. Parce qu'au contraire, qu'est-ce qui a fait que Nicolas Sarkozy a été élu président de la République ? Il y avait déjà toutes ces différences. Hervé Mariton, qui est un libéral pur jus, moi je partage sur beaucoup de sujets, pas l'avis d'Hervé Mariton. D'accord. Et alors ? Et un peu villepiniste, il faut bien le dire. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Moi, pas du tout. Beaucoup de sujets quand même, ça. Mais non, Hervé Mariton, oui, je sais. Il est libéral. Moi, je ne suis pas libéral. Vous n'êtes pas libéral ? Non, je ne suis pas libéral. Moi, au contraire, vous savez, j'ai commencé ma vie politique avec Jacques Chaban-Delmas. Ah oui. Et donc, ça explique peut-être que sur un certain nombre de sujets, j'ai des positions... Vous vous retrouvez dans la politique sociale de Sarkozy ? Mais bien sûr, mais je fais plus que me retrouver. Je pense, je vais vous dire, au municipal, la gauche a expliqué qu'elle avait gagné. Alors, elle n'a pas perdu quand même. Vous savez ce qui s'est passé ? Elle est perdue. Mais le vrai sujet, il a été envoyé à tout le monde, c'est quoi ? C'est qu'il y a 10 millions de Français qui sont les Français des quartiers populaires. Jean-Marc Lèche le sait, qui n'ont pas été votés. Et ils n'ont pas été votés pourquoi ? Oui, ça je suis d'accord. Mais bien sûr, pourquoi ils n'ont pas été votés ? Parce qu'ils nous envoient le message qu'il faut qu'on soit plus juste. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'UMP ? Nicolas Domenach explique que Nicolas Sarkozy veut tout éteindre et qu'on ne va plus débattre. Qu'est-ce que vous attendez ? On va faire l'inverse. Vous allez faire quoi ? On va faire, par exemple, en juin, une convention sur la justice sociale où on va mettre à l'ordre du jour les petits salaires, les petites retraites, les femmes seules, le partage de la valeur et Noël Mamère. Au Noël Mamère, je l'invite aujourd'hui s'il veut venir. Jean-Marc Lèche. J'invite Noël Mamère à venir débattre avec nous. Jean-Marc Lèche, qu'est-ce que vous attendez du couac ? Vous allez payer les bien portantes. On termine là. Qu'est-ce que vous attendez du discours du 21 avril du président, de l'intervention ? Les couacs, ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui empêche Nicolas Sarkozy dans sa popularité. Ce qui empêche Nicolas Sarkozy dans sa popularité, c'est l'esthétique et le style. Donc là, on a le plan Carlita. Et on va voir comment Carla se débrouille. Bon. Oui. Et de l'autre côté, c'est trouver des résultats. Et là, visiblement, Frédéric Lefebvre essaye d'en trouver. S'il y a des résultats, Nicolas Sarkozy retrouvera de la popularité puisqu'il a fait avec Carla. Qu'est-ce qu'il doit dire si vous étiez son conseiller le 21 ? Il doit expliquer que la politique est un sport de combat et qu'il ne le regrette pas du tout. Plutôt que d'essayer d'être le président de tous les Français puisqu'ils l'ont élu sur un programme qu'il devrait appliquer systématiquement jusqu'au bout. Et ça nous amènera au sadisme de François Fillon, version revisitée d'Alain Juppé. Alors, expliquez-moi, le sadisme de François Fillon ? Oui, il est au Japon, il est loin, mais Fillon est comment ça, qui adore donner des mauvaises nouvelles.
Quand il donne des mauvaises nouvelles, il dit vous êtes là pour en baver puisque vous nous avez élus pour ça. L'incantation au retour du programme est un retour sadique dont les Français ne veulent pas. Les Français comprennent que la politique est un sport de combat, ils comprennent qu'il faut se battre, mais ils ne veulent pas qu'on leur explique que puisqu'ils ont fait ça, c'est jusqu'au bout. Après tout, ils divorcent régulièrement. Alors, moi, je pense que c'est vous, Nicolas, et Sylvie, qu'est-ce que vous attendez du 21 très vite ? En tout cas, c'est qu'on sort du discours comme dans les démocraties populaires d'autrefois, vous savez, où il y avait des fausses fermes, des fausses entreprises, là, et on vous dit c'est formidable, tout est bien. Le pays légal et le pays réel. D'accord. Et vous, Sylvie, qu'est-ce que vous attendez qu'on sorte de tout ça ? Qu'il soit honnête, qu'il dise exactement où on en est, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, et qu'il fasse un bilan, un débit crédit. Bon, écoutez, merci Frédéric Lefebvre. Vraiment, vous avez c'est un plaisir. Défendu avec vaillance. Avec vaillance. Non, enfin, si. Mais il ne lit pas Marianne. Merci Sylvie, merci Sylvie Pierre Brossolin. Merci à vous tous, merci Noël Mamère, merci Jean-Marc Lèche, merci Nicolas Domnac. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci madame, merci messieurs, à dimanche prochain.